Bonjour à toutes. C'est de fait impressionnant de voir le nombre de participantes et bien encourageant. Ça montre l'intérêt. Moi, je travaille au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et je suis responsable des dossiers liés à l'intervention et à la problématique. Puis peut-être très rapidement, vous dire que le regroupement, pour celles qui nous connaîtraient moins, on regroupe 46 maisons d'aide et d'hébergement qui sont réparties dans 16 des 17 régions du Québec. Euh, Fait que voilà. Merci, Louise. Alors, moi, c'est Mylène Fernet. Je suis professeure titulaire au département de sexologie à l'UQAM et je travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur les dossiers de violence dans les relations intimes et je m'intéresse plus particulièrement aux violences sexuelles et à la prévention de ces violences. Et aujourd'hui, ben, on est là, Louise et moi, pour vous présenter le fruit de nos travaux sur les violences sexuelles en contexte de violence conjugale. Donc, avant de commencer toute démarche, parce que en fait, notre projet, c'est de développer une formation à l'intention des intervenantes qui œuvrent en maison d'hébergement. Et ben, bon, la première étape, là, c'est de regarder du côté des écrits scientifiques, voir s'il n'y aurait pas là des pistes et des perles qui pourraient nous aider à mieux planifier ces interventions. Et avant de poursuivre, là, je tiens à souligner la collaboration des collègues là, Martine Hébert, Catherine Flynn et de chercheurs fantastiques de la relève, Stéphanie Couture, Andréane Lapierre et Valérie Théoret, qui ont beaucoup travaillé comme des petites abeilles sur cette recension des écrits. Alors, sans plus tarder, Louise. Oui, alors dans le fond, de fait, un peu comme l'expliquait Mylène, tu sais, le projet de recherche notamment, il vise le développement d'une formation destinée aux intervenantes des maisons d'aide et d'hébergement qui sont membres du regroupement. Donc, la violence sexuelle en contexte conjugal, c'est un besoin qui a été nommé par nos intervenantes c'est dans ce sens-là qu'elles ont signalé l'importance de fait de consolider les actions qui ciblent ce type de violence-là. Juste pour rappel, le regroupement a été à l'origine du premier projet de recherche sur la violence sexuelle en contexte conjugal qui date de 1986. Et depuis tout ce temps, au Québec, à tout le moins, il n'y a pas vraiment eu de recherche qui s'est penchée sur cette dimension-là, sur cette forme-là de violence faite aux femmes. Fait qu'on trouvait ça d'autant plus important de proposer un projet de recherche dans ce sens-là. Juste aussi, tantôt, j'ai présenté rapidement, mais peut-être dire qu'au regroupement en 2021-2022, il y a eu 2088 femmes et 1633 enfants qui ont été hébergés en maison. 73 596 consultations en suivi externe post-hébergement auprès des proches et des professionnels de différents milieux. Alors, c'est un peu, dans le fond, l'ampleur du travail qui est fait par les maisons, en résumé en quelques statistiques. Alors, le besoin notamment de développer des interventions renforcées et actualisées notamment touchant la violence sexuelle, ben, ça origine aussi, évidemment, de l'impact des mouvements de dévoilement de violences sexuelles sur les femmes. Donc, l'importance d'intervenir sur ces violences-là avec les femmes qui utilisent les services des maisons,
est apparu d'autant plus important dans les dernières années. Et donc, l'importance aussi de se former pour se sentir compétente et permettre aux femmes de se rétablir aussi dans les traumas de violences sexuelles qu'elles ont vécus pour reprendre du pouvoir sur leur vie. La violence sexuelle, ça ne doit pas être un angle mort de nos interventions. Puis elles doivent être adaptées aussi au profil des femmes qui viennent de plus en plus en maison, notamment les femmes immigrantes, les femmes autochtones, avec le parcours spécifique que ces femmes-là vivent notamment. Fait que c'est dans cette perspective-là aussi que s'est développé le projet de recherche. Alors, quand je disais la violence sexuelle, ça ne doit pas être un angle mort de l'intervention, c'est quand même intéressant de voir dans quel contexte ça arrive. Ce que les femmes nomment quand elles viennent en maison, souvent la principale raison de la demande, selon les statistiques, là, celle-là, c'est probablement pas les statistiques de 2021-2022, c'est peut-être celle de 2020-2021. Alors, la violence physique est nommée en deuxième. La première raison, c'est la violence psychologique. Et la violence sexuelle, comme on peut voir, elle est nommée à peu près par 3% des femmes comme principale raison de la demande. Et quand on leur demande d'identifier les autres types de violences qu'elles ont vécues, 11%, 11,6% d'entre elles nomment la violence sexuelle ou cochent la violence sexuelle. Ça, c'est pour les femmes qui sont hébergées. Pour les femmes en externe, donc, là aussi, la principale raison, c'est la violence psychologique. Et la violence sexuelle est nommée seulement dans 1,9% de la première raison de la demande. Mais quand on regarde les autres types de violences, quand on explore avec les femmes les autres types de violences vécues, la violence sexuelle apparaît pour 30,2% des femmes. Fait qu'on voit que dans un premier temps, pour la première raison de demande, la violence sexuelle n'est pas souvent nommée, mais notamment en service externe. Quand on dit service externe, c'est les services post-hébergement et les services pour des femmes qui ne sont pas hébergées en maison, mais qui viennent chercher des services de la maison. La violence sexuelle est nommée plus loin, plus tard. Alors, au niveau de la fréquence des violences sexuelles conjugales, dans la relation la plus récente, alors on a pour le projet élaboré un questionnaire qui a été répondu par des femmes hébergées en maison ou recevant des services externes. Et il y a 86 femmes qui actuellement, dans le projet, ont répondu au questionnaire. Donc, c'est un peu le bassin de données. Et dans ce bassin de données-là, ce qui ressort, c'est que près de 90% des femmes ont vécu des violences sexuelles. Alors, même si, comme on l'a vu dans le tableau précédent, elles ne le nomment pas comme raison principale et que parfois, elle ne le nomme pas non plus dans les autres raisons pour lesquelles elles viennent chercher de l'aide. C'est une violence qui est quand même excessivement présente. 3 femmes sur 4 ont été embrassées, caressées ou déshabillées sans leur consentement, selon les femmes qui ont répondu au questionnaire. Donc, près de la moitié ont subi une pénétration anale sans leur consentement. 64% ont été contraintes à une pénétration vaginale. Plus de la moitié des femmes ont été contraintes à des relations orales forcées et une femme sur 5 a été filmée ou prise en photo lors de rapports sexuels sans son consentement. Alors, on voit qu'il
les différentes formes de violence sexuelle exercées à l'égard des femmes dans les relations de violence conjugale sont vraiment importantes et diverses. On s'est attardé aussi plus particulièrement à la prévalence de la coercition reproductive dans la relation la plus récente. Au niveau de cette violence-là, 41% des répondantes ont identifié ce type de violence-là. 33% au moins ont exigé de ne pas utiliser de contraception. Donc, le partenaire a exigé de ne pas utiliser de contraception dans 33% des cas. 28% au moins ont au moins une fois eu une relation sexuelle sans condom, avec l'intention nommée par le conjoint qu'elle devienne enceinte, et 20% au moins ont au moins une fois eu une relation sexuelle sans condom, et là aussi pour que la femme devienne enceinte. Faut voir aussi que quand on regarde les triangles, on dit au moins une fois, mais la majorité de ces violences-là ont été faites 3 fois et plus. Donc, on peut voir vraiment que c'est des manifestations de coercition reproductive parce qu'elles sont répétées à de nombreuses reprises dans la relation. Puis ça parle aussi du contrôle coercitif qui est exercé à l'égard des femmes dans leur vie sexuelle notamment. Mylène, si tu veux ajouter, tu n'hésites pas. Alors, au niveau, comme on disait dans la présentation, la perspective de cette recherche-là, notamment, c'est l'analyse des besoins de formation des intervenantes face à cette problématique-là. Donc, ce qui ressort de l'analyse des besoins, alors il y a eu des groupes de discussion avec les intervenantes des maisons. Il y a eu aussi, dans le cadre d'un colloque qu'on a organisé, un grand nombre d'autres groupes de discussion, je dirais, là, qui a rejoint, mon Dieu, je ne l'ai pas noté ici, mais au-dessus de 150 intervenants. 186. Merci, 186 intervenantes. Donc, les violences sexuelles en contexte conjugal s'avèrent une forme de violence qu'elles voient régulièrement dans leur pratique. Quand on voit l'incidence de cette violence-là sur les femmes, on comprend. Les violences sexuelles en contexte conjugal sont vécues en concomitance, évidemment, avec d'autres formes de violence conjugale. Les femmes reconnaissent et dévoilent peu les violences sexuelles en contexte conjugal, ce qui peut constituer un défi pour les intervenantes. Donc, de fait, ce ne sont pas les types de violences dont les femmes parlent en premier, ni ne parlent facilement. Donc, pour aller travailler ça avec les femmes, ça demande des compétences. Donc, les femmes abordent les violences sexuelles plus tard dans leur suivi aussi. C'est un peu ce que révèlent les données quand on regarde au niveau des suivis post-hébergement, qui sont sur du plus long terme. Alors, il est parfois nécessaire d'approfondir avec elles pour qu'elles soient nommées à cet égard-là. Et les intervenantes ont besoin de se sentir davantage outillées pour intervenir sur les violences sexuelles conjugales, justement parce qu'elles sont plus tabous. Alors, comment on aborde ça avec les femmes? Comment on aborde aussi les traumas spécifiques que ça veut dire dans la vie des femmes à cet égard-là? Donc, voilà la toile de fond sur laquelle c'est inscrit, je dirais, la recension des écrits dont Mylène va vous faire part maintenant. Parfait. Merci beaucoup, Louise, d'avoir mis la table. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, sachant que
tant de femmes qui utilisent les ressources d'aide et d'hébergement sont victimes de violences sexuelles. Et puis ça, les statistiques, j'insiste sur le fait que c'est dans la dernière relation intime. Alors, on peut se demander si il y a une histoire aussi de revictimisation dans plusieurs de ces cas, notamment. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Donc, on est allé regarder du côté des écrits scientifiques, qu'est-ce qui sont les suggestions sur les pistes à regarder. Et là, on a constaté, premier constat, qu'il n'y avait pas de recension systématique des écrits en violence conjugale, sexuelle. Donc, il y a plusieurs travaux qui se sont intéressés aux violences conjugales, mais de façon globale, mais sans regarder si les violences sexuelles avaient un caractère unique. Et dans le champ des violences sexuelles, parce que c'est vraiment deux champs, puis je reviendrai dans les pistes de recommandation, c'est vraiment des silos dans le domaine de la recherche, du moins, où on travaille soit les violences conjugales et soit les violences sexuelles, mais nous, notre défi, c'était de mettre ensemble qu'est-ce qui relève de l'un et de l'autre pour voir quelles sont les pistes de recommandation. Et en violence sexuelle, bien, oui, il y a des recensions, mais pas dans le contexte spécifique des violences en contexte de relations intimes ou conjugales. Donc, les objectifs étaient de recenser les pratiques de prévention et regarder, et comme notre agenda qui n'est pas caché et d'éventuellement développer une formation, bien, on voulait aussi que ces interventions-là soient en accord avec les valeurs des maisons d'aide et d'hébergement, donc qui visent l'autonomisation des femmes. Donc, ça, c'était notre posture de chercheur par rapport à ça, parce que, bon, tant qu'à éplucher la littérature, aussi bien regarder là, qu'est-ce qui pourrait servir dans le cadre de l'intervention et de dégager des recommandations par la suite. Donc, les travaux récents en santé publique soulignent la nécessité de contribuer à l'avancement des connaissances et d'innover dans le domaine de la lutte aux violences contre les femmes. Et il y a un cadre de prévention spécifique qui a été proposé. Et dans ce cadre, selon ce cadre de prévention-là, on a la prévention primaire qui va référer dans le domaine des violences sexuelles là, aux formations sur les relations intimes positives, aux initiatives de sensibilisation et de renforcement de la responsabilité sociale, de la défense des droits des communautés. Donc, c'est habituellement le type d'intervention qui est fait en prévention primaire et ça cible des filles et des femmes qui n'ont pas été encore victimes de violences et de violences sexuelles. Il y a les activités de prévention secondaire qui vont viser la formation des prestataires de services et la formation des témoins actifs, comment ils peuvent devenir, ils et elles, alliés contre la lutte face aux violences. Et enfin, il y a les activités de prévention tertiaire qui ciblent plus spécifiquement les services de soutien aux survivantes de violences sexuelles. Donc, dans le cadre de cette recension des écrits, nous, on s'est vraiment intéressé aux pratiques de prévention tertiaire et primaire. Donc, pas que les interventions en prévention secondaire ne sont pas intéressantes. C'est bien le contraire, mais là, il a fallu faire des choix. Donc, si je vous parle un petit peu de notre démarche. Donc, on a procédé à une recension narrative systématique à partir là, des données
des moteurs de recherche là, qui sont les plus utilisés en sciences humaines et sociales et qui visaient les études qui portent sur les pratiques d'intervention, comme je le mentionnais, soit primaires ou tertiaires, et qui visent l'autonomisation des femmes. On a recensé 1066 études qui ont ensuite été évaluées à l'aide de leur titre et de leur résumé. Donc, des études publiées en français ou en anglais dans les 10 dernières années et des études qui avaient été publiées et révisées par des comités de pairs. Donc, ça exclut toute la littérature grise, malheureusement, mais on en avait quand même une base, un terrain de jeu de 1066 études. Et suite au premier filtrage par rapport à nos critères d'inclusion, bien, on a réussi là, à diminuer notre bassin potentiel à 164 études et on a évalué ces études-là en profondeur et on a dû retrancher en fait des interventions, par exemple, qui ciblaient des interventions médicales, par exemple, je pense à la trousse médico-légale, des pratiques d'intervention qui ciblaient les auteurs de violences sexuelles ou qui portaient sur des interventions auprès des victimes et qui avaient été victimisées à l'enfance. Et ça nous a donné un bassin là, total de 29 études. Sans aucune surprise, la plupart ont été, la majorité publiées aux États-Unis. Ce sont des études récentes qui datent de moins de 4 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un engouement ou un intérêt accru dans les dernières années pour les pratiques d'intervention en violence sexuelle. La moitié sont des études qualitatives et plusieurs, en fait, la moitié de ces études-là se sont intéressées à des jeunes femmes qui étaient pour la plupart étudiantes dans les institutions universitaires. Voilà pour ça. Donc, je ne vous donne pas plus de détails de métaux. Si vous en voulez plus, je pourrais y revenir pendant la période de questions. Donc, pour regarder, pour analyser les résultats de cette étude, de toutes ces études-là, de ces 29 études, on a décidé de déployer une approche sensible au trauma. Qui, je vous rappelle pour celles et ceux qui sont moins familières, qui vise à offrir des services aux survivantes de manière à réduire les risques de retraumatisation en suivant certains principes clés. Donc, la sécurité, la confiance, la transparence, le soutien des pairs, la collaboration, la mutualité, la reprise de pouvoir, la prise de parole des survivantes et l'exercice de leur choix et les enjeux culturels, historiques et de genre. Et je vais vous parler, en fait, je vais faire une synthèse des résultats, mais à partir de chacune des composantes de l'approche sensible au trauma. Donc, par rapport à la sécurité, qui est le premier élément clé, c'est un prérequis à toute forme d'intervention qui permet de répondre à un besoin primaire, celui d'assurer l'intégrité physique et psychologique des femmes. C'est d'autant plus vrai en matière de violence sexuelle. Cette composante-là est celle qui est la plus mise de l'avant dans les études qui ont été répertoriées. Et cette notion-là de sécurité est abordée d'étude à l'autre selon différentes facettes. Donc, la première facette, c'est les espaces qui préservent la confidentialité, qui doivent être mises de l'avant, notamment dans le contexte où les femmes sont survivantes de violences sexuelles. Donc, mise en place de mesures qui visent l'interruption de contact avec
ou le partenaire pour assurer le sentiment de sécurité des femmes. Toutefois, ben, je ne vous apprendrai pas là, pour celles qui travaillent en maison que en rompant ces contacts-là avec le partenaire ou l'ex-partenaire, ben, pour des raisons de sécurité, les survivantes vont s'éloigner de leur réseau social et ce faisant, vont se priver du soutien de leurs proches. Au niveau du soutien informel, les survivantes ont rapporté que de participer à des groupes de soutien dans un contexte différent de celui du contexte un peu plus formel de la ressource d'aide et d'hébergement. Par exemple, dans le cadre d'une activité extérieure, je pense au jardinage, à la zoothérapie, par exemple, ça va permettre un espace qui va mieux disposer les femmes à s'ouvrir, notamment concernant les violences sexuelles qu'elles ont vécues. Donc, quand vous offrez des interventions, bien, de voir que le cadre moins formel peut être facilitant pour ces femmes-là. Proximité physique des intervenantes et du protocole de sécurité. Les études recommandent des interventions où il y a qui sont directement offertes dans les milieux de vie ou à proximité de la communauté d'appartenance des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et ça permet d'accroître le sentiment de sécurité qui est nécessaire au dévoilement des violences sexuelles. Et il y a plusieurs réflexions là aussi en lien avec le contexte de confinement associé à la COVID où il y a plusieurs interventions qui se sont faites en ligne et qu'il y a eu en tout cas un changement dans les services qui ont été offerts qui aurait fragilisé la sécurité des femmes et qui aurait eu notamment une répercussion sur leur capacité à aborder ouvertement les violences sexuelles qu'elles ont vécues en contexte de relations intimes. Il y a la question de la confiance et de la transparence qui est un autre élément qu'on retrouve dans les écrits. Et à ce titre-là, quelques études se sont attardées soit à l'expérience d'aide reçue par les femmes elles-mêmes ou de l'aide qui a été offerte par les intervenantes et qui ont souligné l'importance de la relation de confiance que les survivantes entretiennent avec les intervenantes et aussi la question de la transparence dont celles-ci doivent faire preuve là, dans leurs interventions qui vont faciliter l'ouverture des femmes pour se confier en lien avec les expériences de violences sexuelles. Et il y a plusieurs études, en fait, qui soulignent que le partage d'expériences ou de caractéristiques identitaires similaires, c'est-à-dire que si je suis en relation avec d'autres femmes qui ont aussi vécu des violences sexuelles, ça va m'aider à dévoiler ce que moi j'ai vécu. Et si je suis en relation avec une intervenante qui partage certains traits identitaires communs, ça va aussi m'aider à aborder la question des violences sexuelles. Donc, par exemple, si les utilisatrices de services sont issues de la diversité sexuelle et de genre, bien, ça va être plus facilitant d'avoir devant elles une intervenante qui s'identifie à la même communauté et ça va favoriser le partage. Et le sentiment de confiance. Il y a la question du soutien des pairs, qui est la composante qui est la plus communément mise de l'avant dans le cadre des pratiques d'intervention auprès des survivantes. Donc, plusieurs ont souligné la pertinence de mettre en place des interventions de groupe
qui aurait des retombées d'autant plus positives du point de vue des femmes qui utilisent le service. Notamment, l'intervention de groupe aurait l'avantage de permettre la validation des expériences, c'est-à-dire que en violence sexuelle, c'est souvent difficile de reconnaître que c'est bien de ça dont on est victime. Alors, les femmes n'ont pas nécessairement les mots et n'ont pas l'impression qu'elles vivent des violences sexuelles, mais en partageant avec d'autres femmes qui vont nommer des choses, mais ça les ramène à leur propre expérience, puis elles peuvent prendre conscience que ce qu'elles ont vécu a un nom et ça s'appelle soit la coercition ou la violence sexuelle. Ça permet aussi de briser l'isolement. C'est vrai pour toutes les formes de violence, mais en contexte de violence sexuelle, vous n'êtes pas seul. C'est un message qui est très porteur pour les femmes et comme Louise le mentionnait, selon nos données préliminaires, près de 90% des femmes qui ont répondu au questionnaire avaient vécu de la violence sexuelle. Alors, c'est beaucoup, une majorité de femmes. Donc, l'aspect du partage de l'expérience est hyper important. Ça diminue aussi le sentiment de stigmatisation. Quand on a vécu de la violence sexuelle, souvent, on a honte, on se sent sali et tout ça permet de mettre en perspective à la lumière des expériences. Donc, ça diminue le sentiment de stigmatisation. Ça permet aussi de développer des liens entre les femmes elles-mêmes qui va faciliter le partage de vécus de violences sexuelles. Donc, ça, c'est des aspects importants à tenir compte. Collaboration et mutualité. Il y a beaucoup d'études qui soulignent que de reconnaître leurs valeurs et l'expertise respective tant des intervenantes que des survivantes est un ingrédient clé dans les interventions en violence sexuelle. Donc, dans la mutualité, on a aussi, oui, il faut regarder l'importance de reconnaître les convergences entre les femmes survivantes, mais aussi, il y a plusieurs études qui nous disent, mais attention, oui, on peut regarder ce que les femmes ont en commun, mais en matière de violence sexuelle, il ne faut pas perdre de vue l'unicité de chaque survivante et de son parcours qui pourrait comme être dilué, si je peux me permettre, dans les interventions de groupe. Donc, les survivantes ont nommé cet aspect-là. Et quand les interventions sont habilement mobilisées, ben, il devient alors possible pour les survivantes de se sentir validées parce que leurs expériences sont normalisées. Vous n'êtes pas seul, mais aussi les participantes sont reconnues dans leur unicité, donc leurs réactions et leurs émotions sont validées. Et finalement, certaines intervenantes, puis ça, Louise, on l'a vu aussi dans les groupes de discussion qu'on a eus avec les intervenantes, ont exprimé des difficultés émotionnelles assez lourdes à intervenir avec des survivantes en raison du fait que ces expériences-là de violence sexuelle les ramènent à leur propre histoire personnelle. Et là, ça devient difficile de faire la part des choses parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour être en mesure de bien accompagner. Et ça peut mener, dans certains cas, là, dans l'interruption de certains services ou dans certaines études, on remarque une inversion temporaire des rôles parce que l'intervenante va éprouver une grande sympathie à l'égard de la survivante et la survivante peut se sentir désolée d'être
d'avoir généré un inconfort chez l'intervenante. Donc, ça, c'est des enjeux à considérer. Par rapport à la reprise du pouvoir, qui est un concept, un facteur clé du rétablissement des survivantes de violences sexuelles, ça va leur permettre notamment de prendre des décisions sur la façon dont elles souhaitent être soutenues et les stratégies de résistance qu'elles souhaitent déployer dans différentes situations. Et plusieurs études là, à cet égard vont souligner que la reprise du pouvoir là, en matière notamment de violence sexuelle est une forme de renversement des rôles là, après avoir subi de la victimisation. Et qu'elle est considérée là, comme une stratégie qui est émancipatrice pour les femmes qui ont vécu des expériences de violence sexuelle. Il y a aussi les enjeux culturels, historiques et de genre, qui est une autre composante de l'approche qui mise sur les traumas. Et dans le contexte des études qui ont été recensées, bien, la plupart, je ne vous cacherai pas, qui reconnaissent le contexte socio-culturel et les structures d'oppression là, qui modulent la vie des femmes, mais pour certaines femmes survivantes qui sont issues de groupes minoritaires, elles ont senti que malheureusement, le discours n'était pas supporté dans les interventions concrètes à leur égard. Et je vous dirais que dans le contexte de la sexualité, il y a plusieurs normes sexuelles de genre qui vont colorer tout ça et ça peut être confrontant aussi pour certaines interventions en ce sens. Voilà. Donc, si je résume, constat sur les bonnes pratiques, la sécurité des survivantes est centrale aux pratiques d'intervention en violence sexuelle, mais la question là, de limiter le recours aux réseaux de soutien est un élément là, qui est souvent mentionné. La confiance et la transparence sont préconisées dans la majorité des interventions et sont nécessaires pour éviter de retraumatiser les femmes victimes de violences sexuelles. Le soutien des pairs est souvent favorisé et il va permettre notamment de valider l'expérience, mais aussi agir comme facteur de protection dans le rétablissement des femmes dans leur vie intime et sexuelle. Et la reprise du pouvoir est identifiée par la plupart des études comme un élément clé aussi du processus et va permettre aux femmes victimes survivantes de violences sexuelles de se sentir outillées pour choisir la façon dont elles aimeraient être accompagnées. Donc, quelles sont les solutions pour elles, là? Est-ce que je porte plainte? Qu'est-ce que je fais avec mon histoire et l'importance de respecter leur choix est vraiment très, très important en matière de violence sexuelle. Et la violence sexuelle est intriquée à des contextes culturels, historiques et sexo-spécifiques, donc qui touchent les femmes. Et pour soutenir les femmes dans la défense de leurs droits et la reconnaissance de leurs valeurs, plusieurs interventions vont miser sur des discussions relatives aux influences sociales, comment les femmes ont été socialisées par rapport à leur sexualité, par rapport aux relations intimes. Donc, ces discussions-là seraient super favorables pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles. Je m'en vais par la suite là, au niveau des pratiques de prévention primaire. Donc, ce sont des approches qui vont miser sur le pouvoir d'agir et la réduction du risque.
Souvent, les pratiques de prévention primaire vont cibler les filles et les jeunes femmes qui n'ont pas encore été victimes ou exposées à des situations de violence sexuelle et savez généralement leur enseigner les actions qu'elles peuvent mettre en place pour réduire leur risque de victimisation ou de revictimisation. On va aussi tenter d'accroître certains facteurs de protection. Le soutien social, demander de l'aide en est un qui est ciblé dans la plupart des programmes de prévention des violences sexuelles. On va aussi travailler les habiletés d'autodéfense des femmes. On va les soutenir dans l'affirmation de leurs droits pour mettre fin aux violences sexuelles. Et la majorité de ces interventions-là vont viser à soutenir le développement d'habiletés de protection en améliorant l'évaluation que les femmes font ou des filles des risques d'agression sexuelle. Et on va être tenté avec elles de déconstruire certains obstacles psychologiques ou émotionnels qui sont liés au fait de vivre de la violence sexuelle. Par exemple, moi je travaille beaucoup auprès des adolescentes en prévention des violences sexuelles, puis on entend régulièrement là, combien ces jeunes femmes-là sont vraiment là, sensibles aux besoins de leurs partenaires au point d'en oublier leurs propres besoins dans la sphère sexuelle et elles vont sous-estimer là, leur pouvoir d'agir. Et ces programmes-là vont aussi viser à accroître le sentiment d'efficacité. Donc, si je suis victime d'une situation de violence sexuelle, ben, je vais me sentir plus capable de résister, je vais me sentir mieux outillée pour demander de l'aide. Bref, ce sont des objectifs qui sont généralement mis de l'avant là, dans les interventions préventives. Je vous ai mis aussi, on a recensé 16 études qui se sont intéressés là, à l'évaluation. On regardait aussi l'évaluation de ces interventions-là. Est-ce que ça fonctionne? Si oui, auprès de qui? Et la majorité des programmes répertoriés sont offerts par des institutions d'enseignement supérieur. Donc, on mise beaucoup sur le milieu scolaire, mais on sait très bien que les interventions qui vont aussi répéter les mêmes messages dans la communauté vont avoir d'autant plus d'efficacité au niveau de la prévention de la violence sexuelle. Et je vous parle de prévention, mais regardez aussi dans vos organismes comment vous pouvez mettre de l'avant des stratégies de prévention parce que les femmes que vous accompagnez vont aussi, à un moment donné, avoir de nouveau des relations intimes et comment elles peuvent être mieux préparées à faire face à des éventuelles situations où elles sont exposées à un risque de violence sexuelle. Ces interventions-là ont une durée variable dans le temps, donc de 6 à 35 heures. On est dans une logique ici de prévention, donc habituellement, on n'a pas beaucoup de temps et ce sont des modalités de groupe qui sont dans la plupart des cas mobilisées et des stratégies pédagogiques diversifiées. En prévention, on travaille beaucoup sur les connaissances, sur les attitudes, comment avoir des attitudes défavorables aux violences, puis on travaille aussi avec les garçons et les jeunes hommes, mais
peu d'interventions vont miser sur le développement d'habiletés. Et pour développer ces habiletés, il faut être confronté à des mises en situation où on peut pratiquer qu'est-ce qu'on ferait dans tel et tel contexte. Donc, regardez aussi, ça nous donne des pistes, Louise, pour la formation, donc de travailler sur ça, c'est vrai pour les intervenantes aussi ou pour les femmes qui utilisent les services, mais de leur permettre de vivre des mises en situation où elles vont avoir à faire des choix et à déployer certaines stratégies pour regarder que dans certains contextes, tel type de stratégie fonctionne mieux que dans tel autre contexte. Et aussi, un fait intéressant d'aborder des enjeux plus généraux qui sont liés à l'éducation, à la sexualité. Les intervenantes en ont témoigné dans les groupes de discussion combien elles sont surprises à plusieurs égards du manque de connaissances de certaines femmes par rapport au fonctionnement de leur corps, de leur sexualité. Alors, après, en fait, moins les connaissances sont affinées dans ce domaine-là, ben, c'est plus difficile après de faire certains choix en lien avec sa sexualité et sa santé sexuelle. Donc, pas prendre pour acquis que les femmes savent, mais de revenir sur certains concepts de base en sachant que même dans les écoles, des fois, on voit ces enjeux-là très rapidement. Petit commentaire éditorial. Par rapport à l'évaluation de ces programmes-là, on a regardé, les auteurs ont regardé plusieurs indicateurs d'efficacité. Donc, ça aussi, ça peut nous donner des indices quand on travaille en intervention. Quelles sont les variables ou les dimensions qui peuvent nous donner des indices sur le succès ou non de nos interventions et ça permet de les ajuster. Donc, après les interventions, est-ce que les femmes se sentent davantage en mesure de mobiliser certaines stratégies de résistance? La question aussi de l'utilisation de stratégies d'autodéfense qui sont mise de l'avant dans plusieurs programmes de prévention, capacité à identifier les violences sexuelles. Et ça, c'est vraiment un aspect important, c'est-à-dire que souvent dans l'imaginaire collectif, la violence sexuelle est accompagnée de violences physiques, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est souvent plus subtil, les pressions, le chantage, le dénigrement en lien avec soit le corps ou la sexualité, qui sont des zones, disons, un peu plus grises, qui sont plus difficiles à reconnaître pour les filles ou les femmes et la capacité d'évaluer le risque de violence sexuelle. Souvent, à tort, les filles et les femmes ont l'impression qu'elles sont plus à risque de vivre des violences sexuelles par un inconnu, alors qu'on sait très bien que les violences sexuelles sont souvent perpétrées par une personne connue et trop souvent par un partenaire intime et sexuel. Alors, je pense qu'il y a lieu là, de faire réfléchir les femmes en lien avec ça. Travailler aussi sur le sentiment de blâme que plusieurs femmes vont s'attribuer suite aux violences sexuelles et travailler l'adhésion à des mythes associés aux violences sexuelles et le fait que les femmes et les filles ont davantage tendance à négliger leurs propres besoins dans la sphère sexuelle parce que malheureusement, la sexualité et la prérogative des hommes et des garçons dans la tête de plusieurs filles et de femmes.
par rapport au constat sur les bonnes pratiques, donc la plupart des pratiques de prévention vont s'inscrire dans une approche qui vise à diminuer les risques de victimisation et de revictimisation et vont se centrer sur l'analyse des contextes et des meilleures stratégies à utiliser en fonction de ces différents contextes. Et ces interventions vont inclure des composantes qui vont sensibiliser les femmes et les filles à la violence fondée sur le genre, à déconstruire certains mythes par rapport à la violence sexuelle et déconstruire les obstacles psychologiques qu'elles perçoivent au fait de résister ou demander de l'aide lorsqu'elles sont victimes de violences sexuelles. Et la plupart de ces interventions-là vont reconnaître que le contexte de relation intime est un contexte spécifique, mais n'a pas l'objet, les interventions visent les violences sexuelles de façon plus générale. La plupart des programmes sont offerts en groupe, en milieu scolaire, et peu de ces programmes-là, il y en a juste un qui a été appliqué en milieu communautaire. Et tous les programmes dont je vous ai parlé ont été évalués positivement, donc par rapport au sentiment d'efficacité personnelle. Donc, est-ce que je me sens plus capable après avoir reçu le programme à résister aux violences sexuelles? Et certains de ces programmes-là ont même montré des effets bénéfiques, c'est-à-dire que les femmes qui ont été exposées au programme vivraient moins de violences sexuelles après l'exposition du programme. Donc, en conclusion, à partir de cette recension de tous ces écrits-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau des recommandations sur les pratiques en violence sexuelle conjugale? Donc, l'importance d'assurer la sécurité des survivantes de violences sexuelles conjugales dans les services au sein et dans leur communauté. Donc, le sentiment de sécurité de ces femmes victimes ou survivantes de violences sexuelles est d'autant plus fragilisé qu'il faut s'y attarder de façon spécifique. La question de la relation fondée sur la réciprocité, la confiance, la transparence, la mutualité entre les survivantes et les intervenantes revient dans la plupart des études, et il faut mettre la table sur ces prémices de l'intervention, mais qui, en contexte de violence sexuelle, sont vraiment importantes. Et la mutualité, oui, dans une certaine mesure, mais comme je le mentionnais tantôt, faire attention là, de garder, essayer de tenter de garder une distance aussi par rapport à son propre vécu pour ne pas tomber, pour avoir là, un impact négatif dans les interventions. Peut-être qu'on a tendance à ne pas envisager des pratiques où il y a un partage de groupe sur les violences sexuelles, de peur que ça déborde, mais bon, je ne vous dirai pas que c'est sans risque au niveau de l'intervention. Là, ça peut être déstabilisant pour certaines intervenants, mais les écrits montrent que ça a vraiment des bénéfices de mettre les femmes ensemble et les amener à discuter de la coercition et de la violence sexuelle. Ça a vraiment des impacts positifs pour échanger et surtout valider, ne pas se sentir seul et d'être reconnu
dans ce qu'on a vécu et d'entendre d'autres histoires, ça permet de poursuivre la réflexion et de voir les choses différemment. Miser sur la reprise de pouvoir, vous le faites déjà dans vos interventions, mais en violence sexuelle, ça a d'autant plus d'importance et d'aborder tous les enjeux en lien avec la socialisation de genre, les normes sociales qui pèsent sur les femmes au niveau des relations intimes et de la sexualité. Il y a beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ça. On l'entendait là, dans les groupes de discussion, tous les enjeux sur le devoir conjugal qui revient chez les survivantes de violences sexuelles, chez les plus jeunes, c'est pas comme ça qu'elles l'expriment, mais c'est aussi cette impression que quand on est dans une relation intime, il y a des interactions sexuelles et quand on a dit oui une fois, on dit oui à toutes les interactions qui s'en suivent. Alors, l'importance de parler du consentement sexuel enthousiaste et continu dans la relation. Alors, de soutenir les femmes dans cette prise de pouvoir sur leurs besoins au niveau de la sexualité, nommer leurs limites, mais pour ce faire, il faut connaître ses besoins comme femme et connaître les limites pour pouvoir être en mesure de les nommer et de les négocier. Bon, probablement que dans certains types de relations où il y a beaucoup de coercition, c'est pas possible, mais ces femmes-là vont éventuellement nouer de nouvelles relations et c'est important là, de bien les outiller pour être en mesure de nommer ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles ne souhaitent pas. Et voilà, l'importance de mobiliser les médiateurs dans l'intervention, de ne pas avoir peur de sortir du cadre de l'intervention et de mobiliser d'autres choses qui permettent d'aborder la question des violences sexuelles. Ici, je la trouve intéressante aussi de jumeler les survivantes de violences sexuelles avec une intervenante en particulier qui serait plus à l'aise d'aborder ces enjeux-là, puis reprendre l'intervention en individuel aussi. Voilà. Donc, j'aurais plein de choses à dire, mais de toute façon, la présentation sera disponible. Et voilà.